Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 102e Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir en la personne de Laurent Boucher. Donc Laurent Boucher, un entraîneur historique en France, une personnalité de renom, vraiment un vrai monsieur du milieu comme on dit. On parle souvent hors antenne avec Laurent, ça dure souvent des heures dans des échanges passionnés, un réel passionné de boxe, il transpire la boxe. Donc c'est un grand formateur que nous accueillons aujourd'hui. On va vraiment aller à la rencontre de ce personnage. Il faut savoir que Laurent, c'est aussi le spécialiste français du soin aux boxeurs, donc des cutman. C'est le formateur par excellence. Tous les meilleurs Français sont passés par lui. Il a notamment appris aux côtés de Rafael Garcia, vous savez, le célèbre cutman, notamment de Floyd Mayweather, de Roberto Duran, de Fernando Vargas, qui a toujours un béret avec des pins. D'ailleurs, Laurent a souvent un petit béret qui lui ressemble. Il a mis beaucoup de choses en place avec ses formations, notamment de la Fédération française de boxe pour les soins aux boxeurs. Il a suivi notamment l'équipe olympique de Rio 2016, la WSB, la IBA. Bref, un parcours très riche qu'on va détailler avec Laurent. Bonjour. Salut, tu vas bien? Ça va très bien, super. Je suis heureux d'être là avec toi et avec tous les auditeurs qui Ouais, sont ce soir présents avec nous. super. Et moi, je suis ravi vraiment d'échanger avec toi, Laurent. C'est un vrai honneur que tu nous fais de pouvoir nous donner un petit peu de temps pour venir détailler avec nous un peu de ta passion. Donc vraiment, merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Mais moi de même, hein, de toute manière, moi aussi, c'est un grand honneur d'être là avec toi et avec tous les gens qui vont être à l'écoute en tout cas de cette interview. Absolument, et qui vont même te voir pour le coup. Alors, Laurent, on va te laisser En la plus. parole déjà pour que tu puisses te présenter. Déjà, on voudrait savoir donc qui est Laurent Boucher en quelques mots, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, pour détailler un peu qui tu es déjà dans un premier temps. Bah, écoute, donc moi je suis aujourd'hui en tout cas entraîneur depuis 20 ans Mhm. et cutman depuis 14 ans à peu près. Oui, Et j'officie principalement dans la boxe professionnelle, c'est ça, en boxe anglaise, absolument. en C'est boxe ça. anglaise bien sûr. Alors, ouais. Ce qui m'amène alors, Laurent, à la première question que je pose souvent dans ces interviews. Comment tu as rencontré la boxe pour la première fois? Comment j'ai rencontré la boxe? Alors, euh, moi ça a été une histoire un petit peu comme beaucoup de gens qui ont rencontré la boxe. Ça a été un peu le hasard finalement. Et en fait, je ne faisais pas de boxe au départ, un peu comme tous les gens de ma génération, hein, donc dans les années 80, fin 70-80, on faisait plutôt du foot ou bien du judo. Donc, euh, donc moi, j'ai pas dérogé à la règle, hein, je faisais du foot et du judo. Et est venue cette envie de faire de la boxe par hasard, parce que j'ai un ami de l'époque avec qui je devais d'abord faire du kung-fu, hein, faut le savoir. Oui, Moi, c'était pas la boxe qui me plaisait, c'était le kung-fu. Pourquoi? Parce que j'allais voir des films de kung-fu à l'époque où j'habitais dans le 19e, au métro Crimée. On n'était pas très loin de de Stalingrad, de Barbès, oui. etc. Et il y avait des petits cinémas de quartier Bon, c'est qui l'époque de envoyaient. Bruce Lee, tout ça. Voilà, c'était Ouais, un c'est peu ça, l'époque de ouais. Bruce Lee. Et donc, on allait voir des films de kung-fu. C'était 10 balles les deux films, quoi. Enfin, c'était que D'accord. dalle, finalement. Enfin, que dalle. Aujourd'hui, c'est que Ouais, dalle, à mais l'époque, à ouais. cette époque-là, voilà, c'était. Voilà, et on allait voir souvent des films de kung-fu avec mon pote, avec qui je faisais beaucoup de conneries d'ailleurs. Moi, je suis quelqu'un qui était souvent dehors, hein, dans la rue, qui passait mes journées dehors finalement. Et voilà, bon, bref, on allait donc souvent voir des films de kung-fu. Et moi, je voulais faire du kung-fu. Mais le problème des arts martiaux de l'époque, c'est que les clubs euh, où il y avait des arts martiaux comme le karaté, le kung-fu, etc., ça coûtait quand même extrêmement cher. Oui, Et malheureusement, moi, je venais d'une famille qui n'était pas aisée, donc il n'y avait pas forcément les moyens pour, en tout cas, que je puisse pratiquer. Et quand je suis arrivé dans cette fameuse salle de boxe, qui était le 16 Villette, du oui, 19e arrondissement, qui était un club avec, pour les plus anciens, qui était géré par la famille Perrier. Perrier, oui. c'était un manager un peu comme les Bretonnels de l'époque, et où il avait un tas de boxeurs professionnels. Et bref, moi, j'ai atterri dans cette salle, une salle mythique, une salle où on prenait un escalier en bois dégueulasse qui craquait. Et bizarrement, cette salle accueillait aussi la boxe classique. T'imagines? D'accord. C'est-à-dire Ouais, que ouais.
c'est fou. Il y avait en même temps de la boxe anglaise et en même temps de la danse classique, le truc qui est Ouais, carrément à l'opposé, quoi, c'est finalement. clair. Ouais. Et, euh, et moi, avant de commencer vraiment la boxe, j'y allais 3 fois par semaine parce que la salle était ouverte pour la boxe en tout cas 3 fois par semaine. Et j'y allais pour voir les entraînements et ça m'a ébloui et j'ai complètement oublié le kung-fu. Ouais. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et à un D'accord. moment donné, l'entraîneur vient me voir. Alors, il y avait 2 entraîneurs dans cette salle-là. Il y avait Edrissa Konaté, qui avait été champion d'Afrique, classé mondial à l'époque et tout ça. Et il y avait aussi Soul Kalo, qui avait rencontré Mohamed Ali au Niger dans les années 70. D'accord. Et donc, je commence la boxe de cette façon-là. Il me dit, bah, toi, tu viens tous les jours, viens essayer, il n'y a pas de souci. Ouais, mais j'ai pas d'argent. Mais c'est pas grave, il n'y a pas d'argent, c'est pas grave, c'est pas grave, viens t'entraîner. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans cette salle, en fait, où je me suis entraîné avec ces 2 entraîneurs multiples. D'accord. Et depuis, bah, le virus ne t'a pas quitté alors? Et depuis, alors donc ça, on est dans les années 82, hein. Donc Ouais. C'est mon on est année de naissance. 82. C'est super, tu vois, donc c'est une bonne année justement. C'est ça. Donc, euh, donc 82, j'arrive, j'avais 12 ans, hein, j'avais 12 ans, et je rentre dans ce, ce sport comme ça, sans savoir que j'allais y rentrer, et je deviens fou, dingue de ce sport. Je D'accord. deviens même amoureux de ce sport. Alors moi, j'étais un enfant difficile, j'étais un enfant qui faisait que des conneries, Mhm. j'étais pas très loin du banditisme, hein, faut le savoir. J'avais 12 ans, hein, j'avais 12 ans. Mhm. J'ai des conneries en fait. J'étais élevé par ma mère, donc comme Mhm. tout enfant qui est élevé par sa maman, il n'y a pas de figure paternelle. Bah forcément, on sait comment ça se passe derrière. Je suis pas Bien le seul sûr. dans ce cas-là. Et voilà. Et je pense que ce sport-là m'a amené des valeurs et m'a beaucoup aidé parce que j'ai rencontré des hommes qui étaient ces entraîneurs-là, qui étaient des personnes exceptionnelles, quoi, et Mhm. te transmettaient cette passion qui est la boxe et de Mhm. tous ces boxeurs passés. Ouais. Absolument. C'est vrai. Et c'est souvent une histoire qu'on retrouve beaucoup aussi dans la boxe. Donc c'est vrai que on entend pas mal de ce genre de choses. Alors, une autre question, Laurent, après toutes ces années donc de pratique, comme tu l'as dit, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'être entraîneur? Ben, je pense que ce qui m'a donné envie de l'entraîneur, d'être entraîneur, pardon, c'est cette passion en fait. Mhm. Parce que moi, j'ai pas eu une grande carrière de boxeur. J'étais un petit boxeur amateur de quartier. Alors Mhm. quand je dis de quartier, c'est pas péjoratif, c'est pas. Mais voilà, j'ai fait mes petites compétitions à Pouchet, j'ai fait le challenge du premier round, j'ai fait les Aiglons, et puis après j'ai fait pas mal de petits combats amateurs. Ouais. Et alors moi, je suis un vrai produit de la boxe éducative, faut le savoir. Ouais. C'est-à-dire que je n'ai pas commencé la boxe en amateur parce qu'à 12 ans, on ne pouvait pas boxer en amateur. Donc j'ai fait beaucoup d'assauts en éducatif. Oui. Et c'était un peu nouveau dans la boxe éducative, c'est-à-dire que c'est la fédération qui avait mis ce système en place. C'était pour les jeunes gamins qui avaient quand même envie de boxer et de faire de la compétition, mais qui n'avaient pas l'âge d'être amateurs. Donc D'accord. il y avait un règlement qui était un peu différent de la boxe amateur, mais c'était l'époque, la fin des années 70, début 80, l'époque où on faisait plus la différence finalement. Donc les assauts, hein, c'était pas des combats, mais on appelait ça des Oui. assauts, étaient au final des combats parce que ça y allait. D'ailleurs, moi, j'ai même pris un KO, hein, j'ai pris un KO solide. On m'a Oui. sorti du ring avec une civière, hein, faut le savoir. D'accord, Alors ouais, quand quand tu as même. 12-13 ans, je peux dire que c'est vachement choquant et je pense Mhm. que ça m'a beaucoup dérangé. C'est j'ai eu du mal à me remettre de ça, même si j'ai un peu boxé après derrière. Mais j'ai pas eu on peut pas même parler de carrière parce qu'une carrière, c'est quand tu as été amateur de haut niveau et qu'après tu es passé pro, ou même si tu as eu une petite carrière amateur, tu es passé Ou pro derrière. Moi, ça ça n'a reste pas une été le cas. carrière, hein. Un passage sur le ring, ça reste une carrière aussi. Ouais, ça reste une carrière, mais je peux pas me vanter ou Non, d'aller dire. non. C'est comme les gens qui disent, ouais, j'étais très bon, j'aurais pu faire ci. Mais je peux pas dire que j'étais pas mauvais, mais je peux Ouais. pas dire aujourd'hui que j'étais très bon et que j'aurais pu faire ça. Non, parce qu'on Mhm. ne le saura jamais finalement. Ouais, Donc, c'est j'ai fait ce que j'avais à faire sur le ring, j'ai pris des coups, j'en ai donné, je me suis entraîné comme un boxeur. On m'a entraîné comme un boxeur, et pour moi, c'était très largement suffisant. Et je suis arrivé justement en fait, moi, j'ai arrêté la boxe en France parce que je suis parti vivre en Afrique. d'accord. Je suis parti Intéressant. vivre en Afrique quelques années. Je me suis entraîné là-bas. Alors, c'était compliqué parce que j'allais là-bas et moi, j'étais encore dans ce petit côté un peu voyou du 19e arrondissement qui arrivait en Afrique. Et j'avais encore ce petit truc-là. Donc, j'allais dans les salles de boxe et je voulais mettre les gants parce que
j'avais mis les gants ici en France et je m'étais dit, et j'avais boxé aussi en éducatif justement, et je m'étais dit voilà, et moi j'étais dans des salles où j'étais le seul blanc, c'était compliqué parce que ouais, enfin voilà, enfin c'était extraordinaire. J'ai vécu des moments mais de folie en Afrique. Alors en Afrique, je vais préciser, hein, c'est le Gabon qui est un pays de cœur, qui est un pays d'amour. D'ailleurs, bon, j'ai été en Afrique parce que du côté de ma famille, familialement, même si ça se voit pas beaucoup, j'ai des origines Un peu de gabonaises. sang, d'accord. Alors, un peu de sang gabonais, hein, on est bien d'accord. Mon grand-père était libanais et ma mère était métisse gabonaise. Donc, bon, bref, donc c'était un mélange un peu compliqué. Mon père est français. Et bon, bref, en tout cas, c'était des moments extraordinaires. Et quand je suis revenu en France, j'ai pas pu trop boxer, j'étais en internat, enfin, une vie un peu compliquée. Et c'est en 97 que j'ai décidé, quand je suis revenu à la boxe, parce que j'ai arrêté à un moment donné, je me suis dit, je vais reboxer, mais je prenais des volets, mais comme pas possible en sparring. Je ressortais avec la gueule comme ça tout le temps. Et je me suis dit, mais bon, peut-être que ton temps est passé. C'était avant, en 82, on est en 97. Laisse tomber, quoi. Peut-être que t'es plus dans le coup et voilà. Et prendre des coups, c'est pas de la nourriture, hein, comme on dit dans le Bien jargon. sûr, ouais, ouais. Et j'ai décidé, comme j'étais amoureux de ce sport, amoureux, hein, vraiment, je me suis dit, bah, je vais être entraîneur. Et donc, j'ai commencé à entraîner à Aubervilliers avec D'accord. Saïd Benajem, Mhm. qui entraînait aussi à l'époque et qui boxait encore. Hein. Et après, j'ai passé mes diplômes pour D'accord, pouvoir entraîner officiellement, finalement. Tu vois. d'accord. Ok, bah on comprend déjà comment a été créée la vocation. Alors, pour faire une Ouais. petite rétrospective de ta carrière d'entraîneur, est-ce que tu peux nous donner quelques boxeurs que tu as accompagnés, que tu as formés, pour que déjà nous donner un peu le CV de Laurent Boucher? Alors, le CV de Laurent Boucher, c'est que je me suis retrouvé dans. Enfin, en fait, si tu veux, j'ai commencé la boxe dans le 19e. C'est une salle qui a été détruite parce qu'ils devaient Mhm. construire des immeubles à cette époque-là. Donc, ça a été détruit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le club a été transféré à Aubervilliers. Parce que Ok, entre les entraîneurs de ce club dans le 19e à Aubervilliers, il y avait des liens, en fait, des liens. Et d'ailleurs, l'entraîneur principal, c'était Julien Cloin, que tous les anciens connaîtront, hein, finalement. Et Julien Cloin, c'était un homme exceptionnel. C'était un homme qui avait combattu, qui avait été résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui nous expliquait comment il zigouillait les soldats allemands, qui avait été un clown dans un cirque, qui avait été, qui mettait un banc sur son nez et qui arrivait à le faire tenir comme ça en mhm. équilibre. C'était exceptionnel. Et on est tous arrivés, avec Saïd d'ailleurs, Saïd Benajem, dans cette structure, avec les entraîneurs qui entraînaient à cette époque-là, dans ce club-là. Et c'est comme ça que, alors moi j'ai bossé aussi dans ce club, hein, à Aubervilliers, et c'est comme ça que les choses ont commencé finalement. Et pourquoi, alors à cette époque-là, quand j'ai décidé d'être entraîneur, moi j'entraînais de la boxe éducative, les Ouais. gamins de la boxe éducative. J'entraînais même des loisirs, et puis j'entraînais aussi des amateurs. Donc tous les mecs qui venaient de la boxe éducative et qui passaient amateurs, c'était des petits jeunes qu'on avait formés. Et à Aubervilliers, à cette époque, c'était le grand Aubervilliers où on faisait énormément de résultats. C'est le club de Sarah Ramoun, c'est le club de Oui. Lucie Couteau, c'est le club de John Bumba, enfin c'est le club, et j'en passe. Et c'est enfin, je parle des plus connus. Et voilà, et ça a été formidable. Alors, j'ai appris à former des boxeurs. Ça a perduré après dans les autres structures dans lesquelles j'ai été. Et puis voilà quoi. Mais je n'avais pas de pro à cette époque-là. On n'avait pas de pro à Aubervilliers. On n'était que dans la formation et dans la boxe olympique. Hein, parce qu'on dit plus maintenant boxe amateur, faut le savoir. C'est ça. On dit Ouais, ouais. boxe olympique. On est bien d'accord. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé la formation, etc., etc. C'est ça. Donc, le début de carrière d'entraîneur, donc tu l'as très bien expliqué. Ensuite, qui sont les pros que tu as accompagnés plus récemment? Alors, à l'époque, ça a été déjà des pros. Mon premier pro avec qui j'ai signé un contrat fédéral qui me liait avec le boxeur, c'est en 2002 déjà. En 2002, j'ai eu le Oui. premier pro, donc dont un boxeur qu'on avait formé avec Saïd à l'époque. Saïd, c'était pas un pro de la boxe professionnelle. Lui, il était très entré dans la boxe olympique dans la mesure Oui. où il venait de là déjà. Hein. Il avait fait les Jeux de Barcelone. Ouais, ouais, c'est ça. Il était même dans Voilà. l'équipe. Il n'était pas dans l'équipe de 96 aussi d'Atlanta? Il était pas dans. Alors lui, non, lui c'était plus l'équipe de 92 de Ouais, c'est ça, Barcelone. avec Lorsi. Et Avec après, Lorsi, c'est ouais. derrière. Voilà, c'est ça. Ouais. C'était Ok. cette époque-là.
Et lui, la boxe professionnelle, c'était pas forcément son truc. Lui, il avait envie de retransmettre, il avait envie de reconstruire. Et puis, il s'est lancé aussi dans cette boxe féminine parce que ça a été le précurseur, hein, Saïd Oui, Benajam, c'est vrai. il faut le savoir. Ça n'a pas été le premier parce qu'il y en a eu d'autres, hein, ceux qui ont Oui. formé les Myriam Lamar et j'en passe. Mais avec Mais beaucoup de succès. C'est vrai qu'il y avait une tradition pour la boxe féminine à Aubervilliers, exactement. à Aubervilliers, tout à fait, à Ouais. cette époque-là. Et donc moi, j'ai eu ce premier pro qu'on a formé. Alors, moi, j'aime pas me dire que j'ai fait ou c'est moi qui ai. Non, on était une équipe, on était une team à Aubervilliers. Il y avait Saïd Benajem, il y avait Raymond Deva. Je sais pas si tu as connu Raymond Je Deva. les connais, bien Voilà, il y sûr. avait Raymond, Ah oui. tout à fait. Il y avait Raymond Deva, il y avait un ou autre entraîneur, il y avait Idrissa Konaté qui était encore là, et puis il y avait moi derrière. Donc c'est une équipe, on a tous formé, et moi après je me suis dirigé beaucoup plus dans la boxe professionnelle. Donc j'ai eu mon premier pro en 2002, il a pas fait beaucoup de combats, je crois qu'il a fait 2-3 combats. C'était l'un des plus doués d'ailleurs, hein, c'est un grand regret que j'ai. Il s'appelle Abdel Youssef d'ailleurs, s'il nous regarde, je lui fais un petit coucou. Et bon, après, la vie fait qu'il devait travailler, que la boxe le faisait pas manger. Donc, il a préféré s'orienter vers son travail, et il a eu raison d'ailleurs. Et voilà quoi. Donc voilà. Et puis après, j'ai eu d'autres pros derrière. J'ai eu Ibamata Sidibé, qui avait été formé à la Courneuve par Ahmed d'ailleurs, qui est un super formateur. Et je lui fais un petit coucou aussi s'il nous écoute. Et puis après, voilà. Et puis voilà. Donc c'est des boxeurs qui ont gagné des petits titres, qui ont fait une petite carrière professionnelle, mais qui n'ont pas été des grands champions. Mais j'ai appris Oui. avec. Voilà. Moi, les personnes avec qui j'ai appris la boxe, c'est la boxe professionnelle de haut niveau. Hein. C'est Frédéric Close et Jean-Paul Mendy. Ouais. J'ai été quand même l'entraîneur à un moment donné, tu Ah vois. oui, exactement. Alors qu'ils ont été mes formateurs lorsque j'ai passé mon brevet d'État. D'accord. Imagine, c'est fou Ouais, c'est l'histoire. marrant. Eux avaient déjà un niveau. Fred il avait déjà été 4 fois champion d'Europe ou 3 fois, il avait fait 6 championnats d'Europe. Mhm. Jean-Paul Mendy, on connaît la carrière qu'il a eue. Équipe de France, Jeux Olympiques. C'était la génération de John Dovey, c'était la génération Ouais. de Jean-Louis Mandinguet, de tous ces mecs-là. Et j'en passe, hein, j'en oublie. Et c'était extraordinaire. Donc moi, j'ai appris mon métier dans la boxe professionnelle avec ces deux figures de la boxe. D'accord. Donc Jean-Paul boxait aux États-Unis. Hein. On a Ouais. fait quand même pas mal de combats ensemble aux États-Unis. Fred, il a fait quand même un championnat du monde et Ouais. un intercontinental WBA en Ukraine. Très bon boxeur. Ah, voilà. Frédéric Close, hein. Ouais, un grand boxeur en pied-point. La dernière fois, je regardais justement le combat qu'il avait fait contre Danny Bill. Tu te rends Ouais, compte qu'il en boxe en taille, ouais, boxe absolument. Ouais, ouais. Danny Bill, quoi. Ouais. Un combat de folie d'ailleurs. Et voilà. Et donc, tout au long de ma carrière, chaque boxeur que j'ai eu m'ont appris des choses phénoménales. J'ai appris avec eux en fait. Et même aujourd'hui, alors j'ai plus de professionnels aujourd'hui, mais jusqu'au dernier professionnel que j'ai eu, j'ai toujours appris avec eux dans les erreurs que j'ai faites, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs en tant qu'entraîneur. Et le recul m'a fait comprendre que je ne pouvais plus être l'entraîneur que j'ai été avant par rapport à tout ce que j'ai pu constater, par rapport aux erreurs que j'ai faites. J'étais un entraîneur assez dur. Et pourquoi j'ai été dur comme entraîneur quand j'étais dans la boxe professionnelle? Parce que je voulais qu'ils arrivent dans des choses dans lesquelles moi je n'étais pas arrivé. C'est un peu comme les pères avec leurs fils. Mhm. Fait un peu de boxe, mais qui n'ont pas été très loin, mais qui auraient voulu aller loin et qui vont être les papas, les entraîneurs les plus durs parce que ils veulent que leur fils réussisse. Et moi, j'étais pareil avec les boxeurs. J'avais tellement pas réussi que j'avais envie que ces mecs-là soient les number one. Ouais. Et j'étais quelqu'un de Au dur, service de l'autre, en fait, pour porter le au boxeur. service de l'autre. Mais des fois, j'étais dans l'erreur parce que j'étais trop dur. Et un bon entraîneur, on en parlera tout à l'heure, je pense, c'est quelqu'un qui est dans la psychologie. Et quand tu es trop dur, tu n'es pas forcément dans la psychologie. Tu vois, chaque boxeur est différent. Il y a des boxeurs qui vont aimer cette dureté et ils vont en avoir besoin. Et il y a des boxeurs qui, tout le contraire, vont avoir besoin de douceur, d'amour. Ouais. Et ça, c'est super important de le comprendre. Et ça, tu le comprends avec le temps et avec les erreurs que tu peux faire, bien sûr. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est là qu'on comprend que c'est plutôt au coach de s'adapter au boxeur que l'inverse, finalement. Tout à fait, tout à fait. C'est le coach, c'est celui. On n'est pas là pour tout diriger. On est là pour les amener, si on peut, en tout cas au plus haut niveau. Il y a des boxeurs, tu n'arriveras jamais à les amener au plus haut niveau.
Ah ouais. Alors, ils ne le savent pas encore. Toi, tu le sais à un moment donné. Mais ça, c'est le temps qui te fait dire ça. Que tu pourras Mm. peut-être les amener dans le haut niveau. Et que tu sais que ce boxeur-là ira dans le haut niveau si tout se passe bien, bien sûr. Mm. Mais ça, voilà, ça, Tu le c'est un vois après. apprentissage. Tu l'apprends sur le terrain, ça. Absolument. Tu as une petite question d'un boxeur pro que tu as coaché, Mehdi Boufoudi, qui te dit, moi, qu'est-ce que je t'ai appris, Laurent? Ouais, mais alors, Mehdi, Mehdi, déjà le fils de mon ami, Ouais, Olivier, Olivier. de mon pote, de mon frère, et c'est vrai, quand je le dis, c'est sincère parce que lui et moi, on a eu des discussions, on était très, très proches l'un de l'autre. On ne pouvait pas travailler ensemble dans le même club parce que moi, j'étais trop loin de l'Imai Brévannes. Je suis dans le Oui. 78, lui dans le 94, c'était trop compliqué. Sinon, lui et moi, on aurait fait un malheur, on aurait fait quelque chose d'extraordinaire. Et puis on avait un peu le même parcours avec Olivier, donc et voilà. Donc Mehdi, en fait, c'est son père et Mehdi qui ont réfléchi en disant voilà, bah, peut-être que tu peux aller avec Laurent. Mais Olivier, c'était pas quelqu'un qui avait approché forcément la boxe pro. Il l'avait approché comme ça avec Ouais, les c'est boxe. un vrai formateur pour le coup. Mais c'est plus un grand formateur. Il a eu des Ouais. résultats Mm. phénoménaux. Et moi, je le reconnais en tant que tel, Olivier. C'était un énorme formateur. Paix à son âme, il est parti. Il me manque beaucoup d'ailleurs, faut le savoir. Mais voilà, bon, bref, en tout cas, Mehdi, bon, on a travaillé ensemble, on a signé ensemble. Et Mehdi me disait, mais Laurent, attends, t'es comme mon père finalement, Oui, comme c'est mon vrai. père. Donc, t'as cette dureté. Moi, c'est pas ce que je recherche. Au contraire, Ouais, ouais. je m'écarte de mon père pour aller chercher un peu cette, enfin, tu vois, cette souplesse. Bien Mais au sûr, final, ouais. pas, Et au final, pas cette il a souplesse. retrouvé son père une deuxième fois, quoi. Et il a retrouvé son père une deuxième fois. Alors, c'est dire. Hein. Puis bon, bah, on a décidé parce qu'on est intelligents tous les deux et puis parce Mm. que j'aime. Je l'ai vu tout petit à l'époque où il boxait encore dans ses débuts amateurs. Et voilà, on a été intelligents et puis on s'est dit bon bah, on va Absolument. et puis chacun Mm. va faire sa Clair. vie. Mm. Alors, j'ai une double question, Laurent, à te poser. Je voudrais savoir, selon toi, c'est quoi les qualités pour être un bon coach? Et je voudrais savoir en même temps, en France aujourd'hui, s'il y a des personnages en tant que coach que tu considères vraiment de bons formateurs, de bons accompagnants de boxeurs, vraiment de bons coachs. C'est une double question que je voudrais te poser. Déjà, quelles sont les qualités pour être un bon coach, selon toi? Alors moi, pour moi, un bon coach, ça va être très rapide. C'est être un psychologue. Faut Oui, être un psychologue. Faut savoir. Tu sais, dans le haut niveau, moi, j'ai eu la chance, j'ai fait au total, en tant qu'entraîneur et en tant que coach, j'ai fait 17 championnats du monde. Toutes énorme. fédérations confondues. WBA, WBC, IBF, WBO, WBF et j'en passe. IBO Mm. et j'en passe. Et euh, tu apprends que l'entraînement, il est important parce que c'est ce qui va faire en fait faire en sorte en tout cas que le boxeur ait tous les moyens de son côté pour réussir dans l'objectif qui s'est fixé, c'est-à-dire le combat. L'objectif, c'est le combat. Donc, pouvoir travailler sur l'organisation d'une préparation, etc., etc., trouver le bon préparateur physique, le bon nutritionniste, etc., etc. C'est un peu le chef d'orchestre, en fait, l'entraîneur, Mm. dont le boxeur sur laquelle il doit se reposer finalement. C'est ça un Mm. bon entraîneur. C'est de pouvoir lui Absolument. trouver ce qu'il faut pour qu'il puisse bien se préparer. Et le grand entraîneur, c'est celui qui va, pendant le combat, au moment où c'est dur, pas au moment où c'est facile, pas au moment où Bien le sûr. boxeur est en Ouais. train de gagner, ou est en train Oui, même s'il est en train de gagner, on peut toujours lui dire des choses en lui disant fais attention parce que là tu gagnes, mais tu te découvres, ou fais attention, Ouais. prends pas trop la confiance parce que le gars derrière, il est quand même présent. Mais c'est celui qui aura les 2, 3, 4 mots qui fera la Ouais. différence. La C'est ça le différence, grand absolument. Ouais. entraîneur. C'est pas celui qui fait des palettes. Alors je parle dans le haut niveau, bien sûr, hein, on est bien d'accord. Mm. Je parle de la boxe professionnelle dans le haut niveau. C'est pas celui qui va faire des palettes à l'américaine où tu vas avoir des boxeurs qui font des machins et des trucs. Ça, pour moi, ça ne vaut rien. Parce que Mm. tant que ça tape sur des palettes, c'est magnifique. Mais quand Mm. c'est la réalité sur un ring avec Ouais, quelqu'un qui c'est veut te pas démonter pareil, hein. Souvent les une gens, ceinture importante, d'ailleurs les nouveaux coachs, on le voit souvent, confondent un peu ça. Ils pensent que la partie technique, justement, au palette, peut remplacer cette partie psychologique, alors qu'elle est fondamentale dans le haut niveau, notamment. tout à fait. Les pattes d'ours, c'est bien sûr qu'il faut en faire parce que c'est ce qu'on appelle les réglages techniques. Ouais. Mais c'est pas ça qui fera gagner un combat. C'est Non, surtout, c'est plein de choses mis bout à bout qui vont faire une réussite. Et dans le coin,
si tu n'as pas un boxeur qui est un entraîneur, excuse-moi, qui est dans la psychologie et qui va savoir dire au boxeur ce qu'il faudra qu'il fasse au moment où tout est perdu, Mhm. eh ben, il y aura rien derrière. Et les Absolument. grands Non, c'est entraîneurs, la réalité. aujourd'hui, c'est ça. Je vais te parler des Michael F, des Di Stefano, des Lavalli, des Molina, des Benama. Mais là-bas, Excusez-moi si j'en oublie, parce qu'il y en a eu aussi beaucoup. Mais en tout cas, ces mecs-là, c'est des sorciers. C'est des mecs qui savaient te dire le petit mot au bon moment, même quand tout était perdu. Benjamin, quand tout était perdu, le petit mot qui va faire la différence pour que les gars gagnent. Donc, absolument. Et c'est vrai que c'est. Vas-y, oui. attends, Et excuse-moi, parce que j'ai ma fille les par enfants, maman. ouais. Désolé, Y a pas de souci. excuse-moi. Les aléas Ouais. du direct. Donc, effectivement, c'est une sacrée collection de coachs que tu nous sors. C'est vrai que c'est des pointures françaises. Donc, vraiment, j'aime beaucoup cette vision que tu as. Et puis, les noms que tu as décrits, c'est vrai que c'est très intéressant de leur rendre hommage. Je voudrais qu'on aille sur un autre chapitre, Laurent. Alors, tu ne le diras pas parce que tu es modeste, mais moi, je le dis. Tu es aujourd'hui le grand formateur français, donc notamment des soins aux boxeurs, donc du Cutman. Beaucoup de gens qu'on a eu en interview, notamment, te rendre hommage hein, dans cette partie-là. Je voudrais savoir que tu nous parles un peu de cette formation fédérale autour de l'accompagnement et du soin aux boxeurs. Pourquoi tu as voulu te spécialiser là-dedans et comment ça fonctionne au quotidien avec cette formation? Puis on va parler un petit peu après du quotidien. Comment ça a démarré d'ailleurs? Bah, en fait, c'est par la force des choses. Quand on est entraîneur, forcément, on est un peu cutman finalement. Oui, bien Quand sûr. on est entraîneur, forcément, bah, tu vas faire des soins parce que t'as pas toujours un cutman avec toi, parce que t'as pas toujours les moyens de prendre un cutman avec toi, parce que parce que sur différents combats ou des combats un peu moins importants, bah tu te dois de le faire toi-même, par toi-même. Mhm. Et moi, j'ai fait comme tous les autres entraîneurs à la base. Et ensuite, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis. Alors moi, le cutman français qu'il faut jamais oublier, et d'ailleurs même sur la formation cutman que je fais, je parle beaucoup de lui aussi Ah oui, également, c'est Jean-Pierre Di Stefano, Stéphano, qui ouais. est un entraîneur et qui a été aussi un cutman et un grand cutman parce qu'il a fait tous les championnats du monde. Je sais même pas combien de championnats du monde il a. Mhm. Il a fait tous les plus grands boxeurs de l'époque, les Mamadou Thiam, les Railou et j'en passe. Mhm. Et, il les a tous faits. Hein. Et, euh, Mhm. et c'est extraordinaire. Donc, moi, je l'ai appris par la force des choses parce qu'on n'a pas le choix à un moment donné. Et puis, à un moment donné, je suis parti aux États-Unis. J'ai eu cette chance-là, aller aux États-Unis avec Jean-Paul Mendy qui avait un promoteur sur place, qui l'a fait monter pour que derrière on puisse faire une demi-finale mondiale à Las Vegas. On a fait une Mhm. demi-finale Ah ouais, mondiale c'est à Las vrai. Vegas. C'est extraordinaire. Quelque Alors, chose, ouais.